J'espère que vous m'entendez. Bienvenue dans ce premier webinaire sur le plasma, organisé par l'Établissement français du sang Bourgogne-Franche-Comté en partenariat avec les deux CHU de Besançon et Dijon. Je vois que les participants sont en train de rejoindre le webinaire. Il y a encore quelques personnes dans la salle d'attente. Voilà, pour ceux qui viennent d'arriver, merci de votre participation. On va peut-être attendre une ou deux minutes que voilà, les inscrits puissent rejoindre ce webinaire, qui est le premier qu'on organise. Alors, on est très heureux de vous retrouver. On avait en début d'après-midi autour de 650 inscrits pour ce webinaire. On espère qu'on aura autant de succès en réel. Peut-être, pendant qu'on attend un petit peu, vous dire qu'on laisse les questions dans le fil, dans la conversation, dans le chat, et on pourra nous, pendant tout au long du webinaire, les regarder, les regrouper, et ensuite y répondre en fin de webinaire. Donc, on va avoir une demi-heure de présentation par tous nos intervenants. Et on va réserver un quart d'heure pour les questions. Voilà, donc on vous invite à faire vos commentaires dans la conversation, dans le chat, enfin vos questions, posez vos questions, et nous, on est en veille pendant tout le long pour les regarder. Tout le monde m'entend bien, là? Je vois qu'il y a un commentaire qui me dit que le son est un peu lointain. Est-ce que c'est le cas, là, mes collègues de l'EFS? De mon côté, c'est tout bon. Oui, Okay, c'est bon aussi, ici. Ok. Je regarde où on en est dans les participants. Alors, nous, on dit souvent le quart d'heure franc-comtois, mais on ne va pas attendre un quart d'heure. Je vous propose d'attendre une petite minute pour que personne ne manque le début de ce webinaire. Ok, merci, bonjour à tous. Je vois les commentaires qui me confirment que le son est bon. C'est merveilleux. Il y a une petite image aussi. Normalement, vous devez voir l'intitulé du webinaire. Si l'image est bien, on sera prêt pour commencer. On est à peu près à 200 participants là actuellement. Son et image, ok, super, merci. Ok, j'ai l'impression que ça bouge plus trop. On va commencer tout doucement. Bon voilà, à nouveau, merci à toutes les personnes qui sont connectées, qui s'intéressent à ce sujet. Que vous soyez de près ou de loin intéressés par le don de sang, ou que vous ayez déjà entendu parler du don de sang par nos communications, effectivement, vous avez l'habitude qu'on vous parle des difficultés de stock sur certaines périodes de l'année, de l'importance du don de sang, sachant que sur le don de sang, en France, nous sommes largement autosuffisants, et qu'effectivement, des périodes un peu plus difficiles que d'autres, mais nous n'avons jamais failli à notre mission de santé publique que d'approvisionner les établissements de santé en poche de sang. Et aujourd'hui, on va vous parler du plasma, de tous ces besoins, des besoins grandissants pour les malades, et de ce fait des enjeux mondiaux qui en découlent. C'est vrai que alors, le plasma, c'est une partie du sang, c'est la partie liquide dans lequel circulent les cellules sanguines, et qui soigne des milliers de malades dans le monde. Et on commence à en parler parce que justement, beaucoup plus de besoins.
ce plasma subit des tensions d'approvisionnement international, particulièrement encore plus exacerbées avec la crise Covid qu'on a connue. Donc aujourd'hui, on va tenter de répondre à toutes vos questions et tout d'abord commencer par introduire les sujets et les questions principales sur quels malades attendent leurs produits chaque semaine. On a vraiment voulu ce webinaire tourner sur les besoins des malades parce que c'est ça, au fond, comment on approvisionne chaque semaine les malades en produits sanguins dérivés du plasma, enfin en produits, en médicaments dérivés du plasma, pardon. Comment on assure notre souveraineté sanitaire? Je vous le disais, sur le sang, on est autosuffisant. Sur le plasma, vous le verrez, c'est un peu plus compliqué. Donc, comment assurer notre souveraineté sanitaire en France et en Europe? Comment défendre notre modèle éthique de non-marchandisation du corps humain? Voilà, donc on va aborder tous ces sujets aujourd'hui sous l'angle des besoins des malades. Et pour ça, on commencera par écouter le docteur Fanny Delettre, qui est notre directrice biologie, thérapie et diagnostic à l'EFS Bourgogne-Franche-Comté, qui travaille main dans la main avec les CHU et on laissera la parole aux deux présidents des commissions médicales des CHU de Besançon et de Dijon, enfin de Dijon, le professeur Alain Bonin, et de Besançon, le professeur Samuel Lima, qui, eux, voilà, ont le besoin quotidien avec tous leurs praticiens. Et puis ensuite, on écoutera le docteur Christophe Barizien, qui est donc responsable régional des prélèvements dans notre région, pour nous expliquer concrètement comment on peut donner son plasma, comment on peut agir, comment en donnant son sang, finalement, on donne aussi son plasma. Voilà, et comme je le disais, hein, pour ceux qui arrivent seulement maintenant, tout au long du webinaire, vous pouvez poser vos questions dans la conversation, dans le chat, et nous, on va les regrouper par thématique et on répondra à toutes vos questions, enfin toutes celles qui ont le plus grand nombre en fin du webinaire. Voilà, merci à tous, tous les intervenants, tous les participants, et je laisse la parole à Fanny. Merci Marion, bonsoir à tous. Merci d'être aussi nombreux pour ce premier webinaire. Donc, je vais un petit peu compléter ce qu'a dit Marion en vous faisant un petit rappel sur la filière plasma. Donc, le plasma, quelle que soit son origine, il a deux usages. Je vais m'appuyer sur ce petit schéma. Donc, le premier usage, c'est la partie gauche du schéma, où vous voyez que le plasma, comme les autres produits sanguins labiles, hein, comme les globules rouges, comme les plaquettes, peut directement être transfusé aux patients. Donc, ce sont des patients qui généralement saignent, hein, présentent une hémorragie. Donc, ça peut être par exemple un accident de la voie publique avec un traumatisme important. Ça peut être une hémorragie lors d'un bloc opératoire ou par exemple une hémorragie de la délivrance au moment de l'accouchement d'une femme. Le second usage, c'est son utilisation pour produire des médicaments dérivés du plasma. C'est-à-dire qu'on va extraire et purifier à partir de ce plasma des protéines et des anticorps qui seront ensuite utilisés comme médicaments pour traiter des patients atteints de certaines pathologies. Donc ça, c'est la partie du milieu sur le schéma. Et vous voyez que le laboratoire français du fractionnement et de biotechnologie, le LFB, détient le monopole en France pour cette activité. C'est-à-dire que l'EFS, chaque semaine, va adresser du plasma au laboratoire LFB. Alors, si je reviens sur la partie gauche, on voit que, comme l'a dit Marion, nous sommes en mesure de répondre aux besoins en transfusion de l'ensemble des patients sur le territoire grâce aux dons réalisés sur le territoire français. Vous voyez que nous sommes autosuffisants, hein, donc on répond à 100% aux besoins des malades. Par contre, nous ne le sommes pas en ce qui concerne les médicaments dérivés du plasma. En d'autres termes, le plasma prélevé chaque année par l'EFS ne suffit pas à couvrir les besoins en médicaments dérivés du sang de notre pays, puisque vous voyez une autosuffisance à 35%, alors que les besoins sont en forte hausse, comme nous l'a dit Marion et comme vont nous le rappeler les professeurs Bonin et Lima. Vous voyez que nous dépendons donc à 65% sur la partie droite du schéma de médicaments dérivés du plasma qui sont produits à l'étranger, et notamment aux États-Unis, à partir de dons rémunérés. Donc voilà, ça c'était pour vous réexpliquer un petit peu le contexte pour mieux comprendre. Et je passe la parole aux professeurs Bonin et Lima qui vont vous donner le point de vue des établissements de santé sur cette problématique.
Bien, merci beaucoup. D'abord, un grand merci à l'EFS qui m'a invité à participer à ce webinaire. Je ne suis pas du tout hématologiste, mais je suis président de la commission médicale de mon CHU et à ce titre, j'interviens dans l'organisation des soins, dans la sécurité des patients. Et à ce titre, et naturellement, j'attache beaucoup d'attention aux missions de l'EFS, qui est un acteur majeur du soin au service de nos patients, et pour un CHU qui est un partenaire absolument essentiel. Et donc, je voudrais vous donner une idée rapidement de ce que représente dans la vie d'un hôpital et dans le soin aux patients quotidiennement ces médicaments dérivés du sang. Donc, on peut passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc, comme on l'a dit, le plasma, c'est la fraction liquide du sang. Donc, quand on centrifuge du sang, on obtient un culot de globules rouges qui représente environ 40-45% du volume du sang, une petite couche qui est constituée des globules blancs et des plaquettes, et puis le plasma représente environ 55% du volume total du sang. Et ce plasma, c'est quoi? Eh bien, c'est de l'eau, essentiellement, et puis ce sont des protéines. Et ces protéines, c'est un ensemble extrêmement composite qui correspond à environ 300 molécules différentes. Certaines sont très abondantes. La plus abondante d'entre elles, c'est l'albumine, qui représente, vous voyez sur cette diapositive, environ les 2/3 des protéines du plasma, environ 40 à 60 grammes par litre. L'IgG sont les immunoglobulines, c'est ce que vous connaissez aussi sous le nom d'anticorps. Ça représente environ 10 grammes par litre. Le fibrinogène est également une protéine abondante. Et puis vous voyez à côté de ça tout un ensemble de protéines qui sont quantitativement peu importantes, mais qui toutes, alors diapositive suivante, sont des protéines qui jouent un rôle absolument indispensable à la vie. Et on comprend donc dès lors très bien que si on est capable de concentrer ces protéines, de les purifier, eh bien on puisse en faire des médicaments qui seront utiles pour les malades. Alors, trois focus, trois exemples. L'albumine, dont je vous disais que c'est la protéine la plus abondante du plasma, qui est une protéine qui est produite par le foie. Et elle joue deux rôles qui sont absolument indispensables. L'albumine, elle maintient ce qu'on appelle la volémie, c'est-à-dire qu'elle retient l'eau qui est dans le plasma et donc dans le sang. Et s'il n'y a pas d'albumine, eh bien toute l'eau qui est dans nos vaisseaux, elle va fuiter dans nos tissus, elle va donner des œdèmes et il y aura naturellement plus de pression artérielle et donc il n'y aura plus de vie possible. Donc l'albumine est quelque chose d'absolument indispensable. Et puis l'albumine intervient également pour transporter dans le plasma tout un ensemble de molécules qui sont indispensables également, comme les hormones, comme les lipides et les acides gras, comme un certain nombre de métabolites, et puis également des médicaments. Deuxième groupe de protéines indispensables sont les immunoglobulines ou anticorps, qui représentent environ 20% des protéines du plasma. Et ces immunoglobulines, elles ont deux rôles absolument majeurs. D'abord, elles interviennent dans la défense contre les microbes, contre les agents pathogènes, et puis elles interviennent également comme des régulateurs de la réponse immunitaire. Et si on n'a plus suffisamment d'immunoglobulines ou trop d'immunoglobulines, eh bien notre réponse immunitaire va être gravement perturbée. Puis troisième catégorie importante de ces protéines plasmatiques, bien c'est toutes les molécules de la coagulation qui vont intervenir notamment pour permettre la coagulation sanguine et donc qui là aussi sont indispensables à la vie. Diapo suivante s'il vous plaît. Voilà, donc tout ceci, ça vous explique largement que les médicaments dérivés du plasma qu'on va obtenir en concentrant ces protéines, eh bien, vont avoir un intérêt thérapeutique extrêmement large dans tout un panel de maladies qui sont des maladies, souvent des maladies chroniques, parfois des maladies rares. Il peut s'agir de patients qui ont des déficits immunitaires, qui peuvent être qu'on appelle primaires, c'est-à-dire des déficits immunitaires de naissance, ou bien secondaires, par exemple des patients atteints de cancer qui ont une chimiothérapie qui va annihiler leur réponse immunitaire.
Ce sont toutes les maladies de la coagulation, typiquement l'hémophilie, dont tout le monde a entendu parler, et puis tout un ensemble de maladies souvent rares et complexes qui sont dues à des perturbations de la réponse immunitaire, et en particulier des maladies dans lesquelles notre réponse immunitaire s'emballe et va être dirigée non pas contre des microbes, mais contre les propres constituants de l'organisme. Les médicaments dérivés du plasma sont également indispensables et vitaux dans ce qu'on appelle les soins critiques, les patients en réanimation, qu'il s'agisse de la traumatologie, qu'il s'agisse de la réanimation, qu'il s'agisse de toutes les situations d'hémorragie sévères telles qu'on les rencontre par exemple après un accouchement, telles qu'on peut les rencontrer en chirurgie cardiaque, en chirurgie vasculaire, dans les suites d'une transplantation hépatique par exemple. Et puis, ces médicaments sont également essentiels dans la prévention ou le traitement de certaines infections. J'ai listé sur ces diapositives, vous voyez, le tétanos, l'hépatite B, la rage, la varicelle, le zona, je vais mettre la rougeole également. On est capable de purifier des anticorps qui sont spécifiquement dirigés contre certains microbes et qui peuvent, dans certaines situations, être administrés à des malades pour prévenir ou pour traiter ces infections. Voilà, donc vous voyez un ensemble de situations pathologiques qui sont très larges. Et pour rebondir sur ce qui a été dit au début de ce webinaire, les indications de ces médicaments sont en augmentation régulière. Et puis comme le nombre de patients fragiles et le nombre de patients chroniques que l'on suit dans nos hôpitaux, en tout cas en pratique médicale d'un pays industrialisé comme le nôtre, ces patients sont en augmentation. Naturellement, le besoin en médicaments dérivés du plasma est en très forte augmentation. Diapo suivante, et donc je vous fais trois petits focus pour vous montrer ce que ça peut représenter dans la pratique de soins quotidiennes de notre hôpital, qui est un CHU de taille moyenne, qui sert une grande région. L'albumine, par exemple, donc, qui intervient essentiellement dans des situations de réanimation pour maintenir le volume sanguin, ce que je vous expliquais, et puis également dans ce qu'on appelle les échanges plasmatiques, qui sont des procédures thérapeutiques qui constituent à prélever du plasma d'un patient quand ce plasma contient des anticorps qui sont nuisibles au patient. Eh bien, pour nous à Dijon, ça représente une consommation d'environ 6 000 à 7 000 flacons d'albumine chaque année qui permettent de soigner environ 800 patients qui sont en soins critiques et environ 50 patients qui bénéficient d'échanges plasmatiques. Et dans notre pratique, et là aussi pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, eh bien, la France n'étant pas autosuffisante, nous devons importer hors de France. Depuis 2022, nous devons importer de l'albumine. Deuxième grande catégorie, les anticorps, les immunoglobulines polyvalentes, qui servent notamment à traiter des patients qui ont des déficits immunitaires primitifs ou secondaires. Typiquement, ce sont des patients qui viennent toutes les 3-4 semaines, à qui on va faire des perfusions de vénoglobulines. Eh bien, dans notre pratique, dans notre CHU, vous voyez que ça représente, au fil des années, on est passé depuis 2020, entre 2020 et 2022, de 224 à 473 malades qui ont bénéficié de ces traitements. Et ça représente également, en grammes d'immunoglobuline transfusée, vous voyez, une quantité de médicaments qui est passée de 60 000 grammes d'immunoglobuline à 73 000 grammes d'immunoglobuline. Et là aussi, nous ne sommes pas autosuffisants en France et nous avons dû importer des vénoglobulines. Et puis, troisième diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà le fibrinogène, qui est la molécule finale qui intervient dans la chaîne de la coagulation, qui est utilisée pour traiter des hémorragies sévères. Et vous voyez, 397 malades en 2021, 379 en 2022. Et à la date d'hier, on en était déjà à 297 patients qui avaient bénéficié de ces traitements. Et vous voyez là aussi les consommations qui sont des consommations qui sont en augmentation. Et là aussi, une non-autosuffisance et la nécessité d'importer. Voilà concrètement ce panorama sur les typologies cliniques de patients qui bénéficient de ces médicaments dans un CHU de la taille du nôtre. Je vous remercie. Pardon, je parlais, mais j'avais mon micro coupé. Merci beaucoup, professeur Moulin. On laisse la parole au professeur Lima, du CHU de Besançon également. Très bien.
Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup effectivement de l'invitation parce qu'on est évidemment sur un sujet extrêmement important de santé publique et c'est important aussi qu'on apporte notre appui à la démarche de l'EFS parce que vous avez bien compris qu'on a besoin de vous également. Bon, évidemment, pour passer rapidement, hein, on a des usages qui sont tout à fait parallèles à ceux du CHU de Dijon, hein, puisqu'on est pleinement, d'ailleurs c'est intéressant parce qu'on est pleinement dans des attitudes thérapeutiques qui correspondent à des missions de CHU et souvent des missions de recours. Pour vous donner un peu un élément, moi j'avais juste quelques chiffres byzantins, mais je vais aller plus vite qu'Alain hein, parce qu'on s'était séparé le travail. Chez nous, c'est à peu près 15 000 unités thérapeutiques par an. C'est entre 2500 et 3000 patients différents qui bénéficient de ce type de traitement et on a entre 4 à 5000 épisodes de soins liés à la chronicité des traitements. Donc on est quand même vraiment sur à la fois des traitements qui ont une spécificité, à la fois en termes de type de médicaments et d'indications, mais on est aussi sur quand même des usages quotidiens. Voilà. Le second élément sur lequel je voulais insister, mon collègue de Dijon a parfaitement décrit les grands champs d'indications. Il faut savoir que pour la plupart de ces indications, nous n'avons pas d'alternative thérapeutique. C'est-à-dire que les indications qui vous ont été présentées par le professeur Bonin, en fait, c'est soit ça, soit rien, puisque il y a des indications dans lesquelles on n'a rien. Je pense notamment à beaucoup d'anomalies de la coagulation. Et puis, quand on est, ou l'albumine, et puis quand on est dans le domaine de l'immunosubstitution ou modulation par les immunoglobulines, très souvent, quand on est au stade d'indication d'une immunoglobuline, c'est qu'on a déjà quand même épuisé, si je puis dire, un certain nombre de thérapeutiques avant. Donc on est bien dans des situations de recours sur lesquelles finalement on n'a pas d'autre attitude thérapeutique de même qualité ou de même efficacité à proposer à nos malades. Donc on est vraiment sur des médicaments essentiels. Vous savez que la terminologie de médicaments essentiels revient à la mode, mais là on est pleinement dedans. Alors moi je voulais vous parler, puisque c'est un peu mon domaine d'expertise, sur également la notion de marché de médicaments. Alors, les Français sont de plus en plus habitués en fait à la notion de pénurie de médicaments. Plusieurs éléments. Donc, effectivement, si on découvre ça, c'est malheureusement une réalité qui touche l'ensemble des médicaments et qui est liée à un phénomène mondial. Hein. Voilà. Et vous savez très bien, parce que vous l'avez entendu, qu'un des problèmes de la France aujourd'hui, c'est que, alors on parle beaucoup de souveraineté, moi je dirais que pour l'instant, on est surtout extrêmement dépendant de l'international sur l'ensemble des thérapeutiques, puisque la France, en fait, a besoin quand même majoritairement de se reposer sur des médicaments qui, au moins en partie, sont produits à l'international, et très souvent d'ailleurs en dehors de l'Union européenne. Et donc, c'est un vrai enjeu pour les médicaments du sang, puisque pour les gens qui nous font l'honneur de nous écouter, en fait, produire un médicament, c'est deux choses. Et quand on parle d'ailleurs de renationaliser une partie de la production de médicaments, il y a en fait deux process. Le premier, c'est d'être capable de fabriquer des médicaments. Et ça, il faut savoir que la France a historiquement un savoir-faire. On sait encore fabriquer des médicaments en France. D'ailleurs, pour la petite histoire, il y a beaucoup de médicaments génériques qui restent encore fabriqués en France. Mais pour fabriquer un médicament, il faut en plus avoir la matière première. Quand vous avez un sachet d'aspirine, la matière première, c'est l'aspirine. Et ça, pour les médicaments conventionnels, il faut savoir que la France est très, très, très dépendante de l'international. En clair, on produit extrêmement peu de médicaments et quasiment plus de médicaments anciens en France. Et si je vous dis ça, c'est que Fanny Delette l'a très bien montré tout à l'heure, sur les médicaments dérivés du sang dont on parle depuis le début, on sait à la fois fabriquer des médicaments et on a la matière première, puisque la matière première, c'est votre plasma. Et donc, finalement, les médicaments dérivés du sang, quand on parle de restauration de souveraineté de la France, c'est sans doute la filière sur laquelle c'est peut-être le moins compliqué parce qu'on sait faire des médicaments dérivés du sang et on a un potentiel de prélèvement de matières premières au travers des dons de plasma, puisque vous avez bien compris que le plasma est ni plus ni moins que la matière première pour produire tous les médicaments dont on parle là. Donc finalement, c'est une souveraineté qui est sans doute plus accessible et plus rapidement que pour un certain nombre d'autres médicaments qui font notamment appel à la production chimique. Donc voilà, vous dire quand même que s'il y a actuellement une actualité un peu prégnante sur le plasma, moi, mon expérience hospitalière me fait dire que ça fait au moins 15 ans qu'on est en tension d'approvisionnement sur ce type de médicaments.
et en particulier sur les immunoglobulines humaines, qui ont quand même des indications très chroniques, hein, des patients chroniques qui ont besoin régulièrement de se faire administrer ces traitements. On n'est pas du tout en autoproduction depuis maintenant de longue date, et ça a tendance à s'accentuer parce qu'on parle beaucoup d'augmentation de besoins en France, mais j'attire votre attention sur le fait que le besoin en médicaments augmente de façon mondiale. Et donc, c'est ça en fait qu'on paye, hein, surtout. C'est-à-dire que globalement, aujourd'hui, les gros pays producteurs ont tendance à privilégier l'approvisionnement de leur propre marché avant d'approvisionner éventuellement d'autres marchés. Et pour vous donner quand même le type de conséquences que ça peut avoir, comment la France a dû réagir historiquement à des tensions d'approvisionnement, je ne parle pas de pénurie, mais des vraies tensions d'approvisionnement, ben en fait, elle a priorisé des indications. Et typiquement, si vous prenez l'historique des indications des immunoglobulines, il y a eu des ajustements en termes de priorisation d'indications et donc de patients à traiter en France liés à ces tensions et au fait qu'on ne pouvait pas avoir sans doute les approvisionnements totaux dont on aurait besoin. Alors, ça ne veut pas dire que les patients les plus graves n'ont pas été traités, hein, ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais il faut bien voir que ces tensions d'approvisionnement, elles ont réellement un impact sur l'offre de soins. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je trouve extrêmement vertueux la démarche de promotion autour du don de plasma. Alors évidemment, du plasma thérapeutique tel qu'il est utilisé régulièrement, mais c'est aussi une filière qu'on a vraiment besoin de relancer et de consolider en France parce qu'on a un savoir-faire et parce que nos patients en ont besoin. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Limal. On va laisser la parole quelques petites minutes à deux témoignages. Tout d'abord, Nadège, qui vit autour d'Auxerre. Et je remercie aujourd'hui de participer. Je vous laisse témoigner de votre situation face à ces médicaments dérivés de plasma. Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Nadège, j'ai 61 ans et j'ai une maladie auto-immune depuis 40 ans. J'ai commencé par des immunoglobulines dans les fesses, tout au début de la maladie, et j'ai changé donc d'hôpitaux plusieurs fois, 4 fois dans ma vie en 40 ans. Et j'ai eu ensuite un traitement qui se faisait à l'hôpital Saint-Louis par perfusion toutes les 3 semaines. Ensuite, pendant un certain temps, jusqu'en 2006. En 2006, on m'a proposé de faire un traitement chez moi en intramusculaire. J'ai donc accepté, plus confortable, et je me suis perfusée jusqu'il y a 4 ans parce que j'ai changé assez régulièrement de molécules, hein, parce qu'à chaque fois, au bout d'un certain nombre d'années, je fais des allergies. Donc, il y a 4 ans, on m'a proposé un autre traitement qui s'appelle IQVIA, enfin, je ne peux jamais trop le dire. Et c'est un traitement que j'ai tous les 28 jours. Donc, je fais également à la maison. Mais là, par contre, c'est une infirmière qui vient me perfuser, me brancher, parce que le fait d'avoir été pendant toutes ces années à me perfuser, enfin, à manipuler les seringues et tout, je ne pouvais plus me servir de mes mains. Donc, depuis 4-5 ans, c'est une infirmière qui vient. Donc là, pour ce traitement, tous les 28 jours, l'infirmière vient me brancher et moi, j'enlève tout à la fin. Et je peux dire que par cette maladie, et si je n'avais pas ce traitement, j'ai déjà énormément de problèmes au niveau infection RL. Et grâce à ce traitement, on maintient quand même les IgG. Par contre, je n'ai plus d'IgA ni d'IgM. Il n'y a pas de traitement pour ça, il n'y a rien. Enfin bon, bref, c'est quand même, je vais dire, une galère à certaines périodes de l'année, surtout en hiver. Mais bon, j'arrive à gérer quand même. Ce que je voulais dire là-dessus déjà, c'est qu'en fait, moi, personnellement, j'aimerais remercier profondément les gens qui donnent, parce que si on n'avait pas ces traitements, on ne serait plus là. Enfin, moi, je le sais, parce qu'on a fait une étude à une époque, quand j'étais à Colombes, suivie à Colombes, et on a été un moment à ne pas me perfuser pour faire justement un essai, pour voir si mon corps allait réagir, et il y a eu catastrophe. Bref, tout est redevenu à peu près normal. On a repris le traitement.
Et quand il y a eu l'histoire de la Covid, c'est vrai qu'il y avait eu, on parle de pénurie, enfin c'est le mot que moi j'emploie, j'ai été à un moment donné à vraiment stresser parce qu'il fallait commander d'avance, longtemps à l'avance, ce traitement. Aujourd'hui, je respire beaucoup mieux parce que le traitement est quand même toujours à l'hôpital, voilà, au centre hospitalier d'Auxerre. Donc ça, c'est vraiment pour moi très, très important. C'est vrai qu'on peut vivre, voilà, 40 ans de vie et grâce à ça, j'ai pu voir quand même grandir mes enfants et je vois mes petits-enfants et j'ai une vie à peu près normale. Et ça, c'est l'espoir que j'aimerais quand même aussi donner à toutes ces personnes qui ont un problème immunitaire. Je voudrais aussi ajouter que cette maladie que j'ai, on a su que je l'avais à la naissance. C'est vrai, j'ai eu des souvenirs comme quoi je voyais très souvent l'infirmière. Et cette maladie, c'est en fait, elle est restée endormie, je vais dire, de l'âge peut-être de l'âge de 10 ans jusqu'à que j'ai mon deuxième enfant, c'est-à-dire à 22 ans. Donc, j'étais à peu près tranquille environ, allez, on va dire 10 ans, 10, 15 ans à peine. Et cette maladie s'est déclarée, enfin, s'est aggravée en fait. Oui, elle s'est réveillée, on va plutôt dire, au deuxième enfant. Voilà. Et depuis, voilà, ça fait 40 ans que je suis traitée. Et Merci. heureusement qu'on a ce traitement. Merci beaucoup aussi de m'avoir laissé la parole. Merci beaucoup Nadège, c'est vrai que vous nous aviez, on avait déjà échangé, hein, on avait déjà recueilli votre témoignage et cette inquiétude des patients pendant le Covid, c'est vrai que c'est une des raisons, il y avait une question aussi dans le chat comme ça, mais qui a accéléré la nécessité en France de se poser sur ce sujet depuis la crise Covid. Et puis, merci Nadège de votre message d'espoir et puis de reconnaissance envers les donneurs. Je crois que c'était vraiment ce que vous aviez envie de dire aussi. Oui, 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 avec plaisir et merci encore. Et puis maintenant, je merci à Aurore d'être là, qui témoigne depuis Toulon, c'est ça? Et qui va parler de son petit Gabin de 8 ans, je crois. 8 ans. Oui, je m'appelle Aurore Fontaine, donc je suis la maman de Gabin, comme vous dites. Il a 8 ans. Il est malade, en fait, depuis sa naissance. On a mis 4 ans avant de le découvrir. Et ces 4 années où il n'a pas pu donc profiter de ses dons, ses perfusions d'IgG, il a été malade régulièrement. Ça a commencé par une première bronchiolite à ses 5 jours de vie. Et ça n'a fait que s'enchaîner, que s'empirer, des infections pulmonaires. Alors lui, c'était Nadège ORL, Gabin, c'est pulmonaire. Il faisait des infections pulmonaires. Et ça a amené aussi à des crises respiratoires, des crises d'asthme sévères, jusqu'à 2 grosses en pleine nuit où le SAMU a dû vraiment intervenir. Nous, notre ressort en tant que parents, avec les traitements qu'on avait à la maison, on n'arrivait pas à le faire revenir, donc il était mis sous oxygène. Enfin, c'était une période très compliquée parce que justement, on ne savait pas ce qu'il avait, il n'avait pas ses perfusions. Et à ses 4 ans, quand l'ophtalmologue s'est aperçu que ce n'était pas normal, on a été dirigé vers le service hématologie à Marseille, à la Timone, en pédiatrie. Et là, un hématologue s'est occupé de nous. La prise de sang a bien révélé que ses taux d'IgG étaient très, très bas. Sa moelle osseuse ne fonctionnait mal et n'en fabriquait pas suffisamment. Et on nous a expliqué qu'il aurait besoin de perfusion d'immunoglobuline qui provient des dons de plasma, comme expliquait le docteur Bonan tout à l'heure. Gabin, il a des perfusions toutes les 3 semaines. On ne le fait pas à domicile, on le fait à l'hôpital. Toutes les 3 semaines, on passe la journée à l'hôpital. On arrive à 9h le matin, on repart, il est 17h. Il a eu sa perfusion, son cathéter, sa perfusion qui est diffusée toute la journée. Et il est reparti pour 3 semaines jusqu'à la prochaine. Et c'est vrai que notre vie avant et après n'a plus rien à voir. Quand Gabin n'était pas traité, on était dans une période d'isolement. Gabin n'allait pas à l'école. On évitait la collectivité parce qu'un petit rhume chez un petit camarade, Gabin, ça finissait à l'hôpital, 10 jours d'hospitalisation, des infections pulmonaires, c'était catastrophique. Et pour le protéger, pour lui éviter tous ces séjours à l'hôpital, on a pris parti de s'isoler un petit peu, de le protéger. Et à partir dès qu'on a commencé ces perfusions d'immunoglobuline, tout doucement, les premiers mois, on a vu déjà entre chaque infection une distance qui s'éloignait les unes des autres.
les crises d'asthme qui se stabilisaient. Et on a pu retrouver une vie normale. Gabin peut vivre une vie d'un petit garçon de 8 ans aujourd'hui. On le laisse jouer avec des camarades, même en période hivernale, en bas de la résidence. Il va à l'école. Quelque chose d'aussi banal que ça, pour nous, ça a été miraculeux. Et tout ça, c'est grâce à ces donneurs qui donnent d'eux gratuitement, qui donnent de leur temps. Et ils ne se rendent pas compte, ces gens, que tous les jours, ils changent notre vie de famille et ils donnent la vie à mon petit garçon parce qu'aujourd'hui, son corps a repris de l'énergie. Mais les 4 années qu'on a vécues avant ça, il était tellement malade que son corps commençait à s'affaiblir et on ne savait pas où on allait. On se disait, mais combien de temps il va encore supporter tout ça? Et aujourd'hui, on voit la lumière au bout du tunnel et ça fait chaud au cœur et je voudrais vraiment remercier tous les donneurs. Merci beaucoup, Aurore. Vraiment, on voit effectivement par votre témoignage particulièrement, mais également celui de Nadège, à quel point les donneurs sont indispensables à la vie des malades, mais également à leur entourage. Donc effectivement, quand on fait un don de sang, puisqu'il y a du plasma dans le sang, mais un don de plasma, et il y a des commentaires là qui passent, qui montrent que quand on fait un don de plasma, on donne beaucoup plus de plasma. C'est pour ça qu'on va inciter au don de plasma. Et ben, non seulement on aide les malades, mais également toute leur famille et leur entourage. Merci beaucoup de vos témoignages et on vous souhaite une pleine santé à toutes les deux, en fait, toutes vos familles. Grâce aux médicaments dérivés du plasma. Fanny, je te laisse reprendre la suite sur justement, maintenant qu'on comprend bien les besoins quotidiens, hebdomadaires, mensuels pour les malades, eh bien, comment on fait maintenant pour s'organiser? Quels sont les enjeux pour l'avenir? Il faut que tu mettes ton micro, Fanny. Ton micro est coupé. Pardon, merci Marion. Et je remercie aussi les deux personnes des témoignages. Je crois que je vais un peu répéter des choses, mais je crois que ça a été très concret. Hein. Finalement, je vais sûrement redire des choses, mais je pense que c'est ça le plus fort des messages et je vous remercie. Donc, vous avez bien compris qu'on a évoqué plusieurs fois que les besoins en plasma sont en forte hausse, mais aussi parce qu'il y a plus de patients et plus d'indications. On a vu aussi, ça a été rappelé, mais les crises actuelles et celles qui nous précèdent, hein, les crises économiques, sanitaires, militaires, comme le Covid, la guerre en Ukraine, nous ont bien mis en lumière notre vulnérabilité par rapport à la dépendance internationale. Hein. On a vu, on est obligé d'importer, des médicaments dérivés du plasma d'autres pays. Et ça nous conforte, hein, je pense que vous l'avez bien compris, dans la nécessité pour la France de garantir son indépendance dans cette filière plasma et donc de garantir le soin de tous nos malades en toutes circonstances. En d'autres mots, d'assurer notre souveraineté nationale pour le don de sang et de plasma. Hein, Monsieur Lima l'a rappelé, on a la matière première. On a un opérateur public qui fractionne, donc c'est sans doute une filière qui est facile. Il sera sans doute plus facile de garantir cette souveraineté. Je voudrais aussi insister sur notre modèle éthique. Il faut vraiment le défendre et le mettre en avant. Il s'appuie sur 5 piliers. Le premier, vous le connaissez tous, surtout pour les donneurs qui sont là, et c'est quelque chose qui est très important et auquel on tient, c'est le bénévolat. Hein, le modèle français est basé sur le bénévolat, alors que la dépendance à d'autres pays va impliquer l'utilisation de matières premières issues de dons rémunérés. Donc, ça change un peu la donne. Le deuxième pilier, ça va être la sécurité du donneur. Hein. Le modèle éthique français est plus respectueux de la sécurité du donneur. En France, le nombre de dons de plasma est limité à 24 par an, soit environ 2 par mois maximum, alors que dans certains pays, on peut aller jusqu'à 120 dons de plasma par an, c'est-à-dire 2 fois par semaine, où là, le don est rémunéré, ce qui peut conduire, on l'imagine, certaines populations défavorisées à donner leur plasma au détriment de leur santé. Troisième pilier, c'est la sécurité du receveur. Hein. Ça, vous savez aussi, pour les donneurs français, le modèle français permet de garantir cette sécurité du plasma prélevé et donc la sécurité du patient qui va recevoir soit le plasma directement transfusé, soit le médicament dérivé du plasma. Parce que le geste du donneur, il est uniquement motivé par la solidarité et non par le profit.
Il n'a donc aucun intérêt à dissimuler des informations sur son état de santé au moment du don. Ça, c'est vraiment important. En quatrième pilier, on a la qualité du plasma prélevé. Et ça, c'est le modèle éthique français qui va garantir cette qualité du plasma recueilli. Et le LFB reconnaît une meilleure qualité du plasma français par rapport à du plasma collecté dans d'autres pays. Et enfin, un principe défendu par la France et l'Europe, c'est la non-marchandisation du corps humain. Et ça, c'est un principe également fondamental. Donc, pour résumer, on peut dire que donner son plasma et son sang, c'est une manière de défendre ces 5 piliers de notre modèle éthique et notre indépendance française. Et j'irais même plus loin en disant que donner son sang ou son plasma, dans ce contexte, c'est même un acte citoyen engagé. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions dans le chat qui concernent vraiment très concrètement le don de plasma. Donc, je laisse la parole à mon collègue, le docteur Christophe Barizien, qui va vous expliquer, qui va vous donner le mode d'emploi. Il y a aussi beaucoup de questions, pardon Christophe, et tu rallumeras ton micro également. Voilà, beaucoup de questions effectivement sur la rémunération des dons, sur les différentes filières, on les aborde après. Là, on va balayer vraiment comment ça se passe concrètement avec le docteur Barizien et ensuite on reviendra sur des sujets plus complexes, on va dire. Bien, bonsoir à tous et merci d'être aussi nombreux à ce premier webinaire. On se réjouit que le don de plasma ait autant d'intérêt ou d'attention de la part de vous tous. Donc, comme on l'a expliqué il y a quelques instants, hein, le plasma est actuellement collecté en France par un opérateur unique, l'établissement français du sang, hein, qui en détient le monopole sur cette activité. L'EFS a développé 2 méthodes qui permettent aujourd'hui de recueillir du plasma. La plus simple passe par le don de sang total, que chacun d'entre nous connaît probablement. Le don de sang total qui, comme on l'a dit tout à l'heure, est composé de plusieurs éléments, dont la phase liquide, le plasma, qui est séparé des phases cellulaires dans nos laboratoires de préparation, ce qui nous permet de préparer des concentrés de globules rouges, des concentrés de plaquettes et évidemment des poches de plasma. L'autre type de don développé à l'EFS s'appelle la plasmaphérèse, où là, on ne va prélever au bras du donneur que la phase liquide du sang, que la partie plasmatique de son sang. Quel que soit le type de don sur lequel on s'oriente, le parcours du donneur reste le même et divisé en 4 étapes. Une étape d'accueil et le remplissage d'un questionnaire d'éligibilité. Elle est suivie, cette phase, d'un entretien avec un médecin ou une infirmière qui va s'assurer que le don peut être réalisé en toute sécurité pour le donneur, mais aussi en toute sécurité pour le patient qui sera transfusé ou en toute sécurité pour la fabrication des médicaments dérivés du plasma. Après avoir confirmé l'éligibilité du donneur, donc il est orienté sur la phase de prélèvement, qui elle-même sera suivie d'une phase de repos au cours de laquelle est servie une collation. Alors, pour entrer dans davantage de détails sur la plasmaphérèse, il faut savoir que c'est une procédure automatisée qui est réalisée grâce à l'utilisation d'une machine qui s'appelle un séparateur de cellules. Le sang du donneur est prélevé dans une veine du pli du coude et est mélangé dans cette machine à un anticoagulant. Et ce sang anticoagulé va être orienté dans un dispositif de centrifugation. Cette centrifugation donc, va permettre une séparation des différents constituants du sang. Le plasma, la phase liquide, va alors être dirigé vers une poche de recueil, tandis que tous les autres éléments qui ne sont pas conservés dans cette poche de recueil, les globules blancs, les globules rouges, les plaquettes, sont réinjectés au donneur. Alors, pour réaliser un don de plasma, il y a plusieurs cycles de prélèvement, extraction du plasma et restitution des cellules qui se succèdent afin d'obtenir une poche qui peut contenir jusqu'à 750 ml de plasma selon le gabarit du donneur. Et cette succession de cycles entraîne évidemment une augmentation de la durée du don par rapport au don de sang total. Il faut compter environ 1 heure en moyenne pour faire un don de plasma. À distance du don, la poche de plasma sera transmise donc à notre laboratoire de préparation où elle sera congelée
est disponible soit pour la transfusion d'un patient, où on attend d'abord des propriétés coagulantes du plasma ou les propriétés immunitaires, on l'a évoqué tout à l'heure, et je fais un aparté ici pour parler des propriétés immunitaires anti-Covid, puisque actuellement l'EFS recherche des donneurs de plasma qui ont contracté le Covid dans l'année précédente. Et la majorité de ces poches de plasma congelées seront, elles, envoyées au laboratoire français des biotechnologies et du fractionnement pour être façonnées en médicaments dérivés du plasma, et en particulier ces immunoglobulines polyvalentes ou spécifiques dont on tend besoin nos patients sur le territoire. Alors, ce don de plasma, il est aujourd'hui réalisable uniquement dans les maisons du don, dans toute la France, ou quasiment dans toutes les maisons du don. En Bourgogne-Franche-Comté, on dispose de bientôt 8 maisons du don qui proposent cette offre de collecte. Et il suffit de prendre rendez-vous sur l'appli ou sur le site internet du don du sang pour se positionner sur un rendez-vous. Les conditions pour accéder à ce type de don, c'est d'être âgé de 18 à 65 ans. La limite est à peine abaissée par rapport à celle du don de sang total qui est autorisé jusqu'à 71 ans. Et il faut peser au moins 55 kilos. Et le donneur fait l'objet des mêmes critères de sélection que pour le don de sang, hormis quelques souplesses néanmoins concernant les habitudes de voyage du donneur. Il faut absolument respecter un impératif, c'est un état d'hydratation important, et on encourage toutes les personnes qui vont s'engager sur ce don de s'hydrater, de bien boire dans les heures qui précèdent le don, de continuer à boire pendant le don et aussi après, afin de pouvoir récupérer facilement. On recommande aussi de manger peu gras afin de limiter les matières grasses présentes dans le plasma. Fanny l'a évoqué il y a un instant. La réglementation française rend les dons possibles tous les 15 jours avec une limite maximale de 24 dons par an et par donneur. Les impacts du don sont plutôt une très bonne tolérance, puisque un certain nombre de donneurs nous précisent qu'ils sont moins fatigués qu'après avoir réalisé un don de sang. Il n'y a en effet pas de prélèvement de globules rouges, d'hémoglobine, de transporteurs d'oxygène, donc la tolérance peut être meilleure. Et enfin, il n'y a pas de risque d'anémie ou d'aggraver une anémie, puisque l'ensemble des globules rouges et l'hémoglobine sont restitués aux donneurs. Il s'agit donc d'un type de don qui est adapté aux donneurs qui sont très légèrement anémiés ou avec une hémoglobine limite, ou même carencés en fer. Voilà pour les informations concernant les modalités pratiques du don. Donc, on est dans l'attente des questions supplémentaires. Marina, si tu veux nous transmettre. Alors, avant de passer aux questions, on a Valentin Réter qui est là, que je remercie, qui est donc donneur de sang et particulièrement de plasma, puisque Valentin a 25 ans, c'est bien ça? Oui, et a déjà, attention, 92 dons à son compteur, dont 61 dons de plasma. Voilà, félicitations. On pourrait faire le calcul de combien de temps, combien de malades, pour ceux qui ont besoin toutes les semaines, tous les mois. Voilà, je vous laisse témoigner, Valentin, de vos motivations et comment vous êtes venu au don de plasma et comment ça se passe un don. Très bien. Eh ben, bonjour à tous. Donc moi, j'ai commencé à donner à partir de mes 18 ans, le jour de mes 18 ans. C'est ma maman qui m'a emmené donner mon sang pour mon anniversaire, un joli cadeau. Et depuis, je m'étais pris au jeu et j'ai continué à donner régulièrement. Et on m'a proposé, au bout de 4-5 dons de sang, de donner mon plasma. À première vue, parce que j'étais B-, donc c'était un type de plasma recherché. Et à force, avec une bonne organisation, je suis allé donner mon plasma toutes les 2 semaines, assez régulièrement. À partir du moment où ma santé me donne la possibilité de le faire, je vais toutes les 2 semaines donner mon plasma. Ça s'intègre très bien dans un emploi du temps quand on prend le temps de le programmer. Et pendant le don, on peut s'occuper de plusieurs façons. Donc moi, je regarde des séries, donc j'avance mes séries au fur et à mesure de mes dons. Voilà. Les employeurs, j'ai été en alternance pendant 3 ans, là, ces 3 dernières années, et les employeurs sont assez compréhensifs et souvent laissent du temps pour pouvoir les donner et justement prendre le temps. Génial. Voilà mon expérience. Ouais, un grand merci, Valentin. Je retiens quand même au début de votre témoignage de dire que vous considérez
le fait que votre maman vous a emmené au don de sang comme un beau cadeau. Voilà, comme quoi, voilà, c'est assez joli de le dire comme ça. Merci beaucoup en tout cas du temps que vous passez. Vous donnez sur quelle maison du don? Moi, je donne à Dijon. Alors, j'en profite aussi pour aller donner à Dijon parce que j'habite à Beaune. Et ça me permet aussi justement d'aller voir après des amis ou faire des activités à Dijon que je n'ai pas l'habitude de faire d'habitude. Donc, Ouais. j'en profite pour optimiser mon temps. Génial. Bah, merci beaucoup de la transition, Valentin, parce qu'une des premières questions qu'on a vues et plusieurs fois, c'est de nous demander pourquoi on peut donner que dans les maisons du don. Christophe, je sais que tu as répondu dans le chat, mais peut-être très rapidement. On est un petit peu en retard, hein. On va essayer de répondre à toutes vos questions en 10 minutes peut-être. Voilà, très rapidement, pourquoi on ne donne plus en collecte mobile? Oui, en effet, le don est exclusivement disponible sur les maisons du don en raison des machines de plasmaphéreses qui sont utilisées, qui ne sont pas transportables sur la collecte mobile. Aujourd'hui, ce sont les seuls séparateurs de cellules qui ont l'autorisation d'utilisation en France, et on ne désespère pas de voir des firmes industrielles qui mettent à disposition de nouveaux séparateurs de cellules transportables et qui, on l'espère, pourront disposer à terme d'un marquage CE, c'est-à-dire une autorisation d'utilisation sur le territoire. Merci Christophe. C'est vrai que du coup, comme Valentin, quand on habite à peine, on ne peut pas y aller de manière très très facile en sortant du travail. Le don de plasma, c'est fait sur rendez-vous. Du coup, voilà, l'intégrer un petit déplacement dans une ville, dans une de nos 8 villes, bientôt 8, avec Auxerre qui va ouvrir le don de plasma très prochainement. Ça le fait, et c'est vrai que du coup, on demande aux citoyens qui habitent pas très loin des maisons du don c'est une de nos difficultés aussi, hein, bien sûr, mais de venir et de se déplacer, de faire un petit bout de chemin, contrairement à la collecte de sang, où c'est nous qui nous déplaçons au plus près. Je vous rappelle que quand on donne son sang, on donne un peu de son plasma aussi. Donc, on recherche bien et des donneurs de plasma dans nos maisons du don, mais également des donneurs de sang sur toutes nos collectes mobiles, pour ceux qui ne peuvent pas aller jusqu'à une maison du don. Marina, on a pas mal de questions autour de comment réussir ce défi, donc rémunérer les donneurs, repousser l'âge limite à 70 ans, remettre de la collecte mobile en plasma. Voilà, comment on compte réussir ce défi. Alors, vas-y Christophe. Oui, je voulais répondre sur l'âge limite fixé à la veille des 66 ans. Cet âge limite, il est précisé dans la réglementation européenne qui a été même retranscrite en droit français. Et aujourd'hui, le législateur donc, a fixé cette limite à 65 ans. Pour des raisons de sécurité des donneurs, plus on avance dans l'âge, plus on est susceptible d'être porteur de pathologies qu'on ne connaît pas forcément, notamment des pathologies cardiovasculaires, ou avoir un état cardiovasculaire qui peut être mis en défaut en termes de récupération. Donc, c'est la raison pour laquelle cet âge, pour l'instant, est limité à 65 ans. Alors moi, je voulais donner des petits arguments que j'ai déjà donnés par rapport à notre modèle éthique et du don non rémunéré. On l'a dit, si le don est rémunéré, on imagine qu'il y a un intérêt financier à le faire et que ça peut encourager des personnes en difficulté à davantage faire des dons, mais au détriment de leur santé. Et le deuxième argument que je vous ai cité, c'est également le fait que s'il y a un profit, on peut dissimuler des informations sur son état de santé au moment du prélèvement, et ça peut mettre en insécurité le patient receveur. Donc en fait, c'est des arguments forts de notre modèle éthique qui vont contre. Et le donneur, bien sûr, le receveur et le donneur. Le donneur, je le disais en disant qu'au détriment de sa propre santé, il risque de vouloir donner davantage. Et c'est vrai que c'est des arguments forts qu'on défend dans notre modèle éthique. Mais c'est vrai que les questions sont arrivées avant que j'en parle, donc peut-être. Et également dans le modèle non éthique, hein, on le dit par exemple aux États-Unis, principalement quand même, le plasma qui est importé vient des États-Unis, ils peuvent donner 120 fois par an. Donc la qualité du plasma est inférieure, mais du coup, pour être dans un modèle non éthique, enfin pour que ça soit viable
économiquement parlant aussi, de rémunérer les dons, il faut augmenter le nombre de dons, l'autorisation du nombre de dons. Et on en revient à ce que dit Fanny et tout le corps médical en France et en Europe, de dire c'est beaucoup trop dangereux pour le donneur de donner 120 fois et en plus le plasma est de moins bonne qualité. Donc il y a quand même beaucoup de raisons pour défendre le modèle éthique français au-delà même de la non-marchandisation du corps humain sur d'autres sujets de société où la France est extrêmement attachée à la non-marchandisation du corps humain. J'en profite parce qu'il y a des questions, j'ai vu passer des questions aussi autour de mais payer le don finalement, ça fidéliserait mieux les donneurs, on aurait plus de donneurs, etc. Donc en fait, il y a des études, bien sûr, qui ont été qui sont portées là-dessus, hein, parce que c'est l'intérêt. Enfin, il y a beaucoup de pays qui se posent la question de comment répondre à cet enjeu de tension internationale. Et en fait, on a un docteur en sociologie, psychologie, qui s'appelle Antoine Beurel. Vous pourrez regarder sur Internet ses travaux qui expliquent les motivations intrinsèques profondes du don non rémunéré et qui dit que quand le don est rémunéré, ce sont des motivations extrinsèques et qui durent moins dans le temps et qui sont plus susceptibles d'être dans les aléas, de subir les aléas de la vie. C'est-à-dire à un moment donné, vous avez besoin d'une forme de rémunération, vous donnerez, puis après vous donnerez plus parce que vous n'en avez plus besoin. Et également, il montre que déjà par cela, de dire que quand on rémunère le don, on a plus de risques d'avoir des donneurs non fidèles, qui viennent, qui s'arrêtent, et puis voilà. Et puis des études qui sont faites auprès de nos donneurs, et on a largement au-dessus de 80% des donneurs actuels qui déclarent que si ça devient rémunéré, ils ne seront plus donnés. Ça annihilera l'intérêt pour le don. Voilà, ils le font parce que c'est un don et ils ne veulent pas être rémunérés. Donc voilà, en ce qui concerne la fidélisation par rapport à la rémunération, eh bien, il y a des études qui montrent que c'est pas cette solution qu'on peut retenir et c'est vraiment pas celle que choisit la France ni l'Europe d'ailleurs, puisqu'il y a beaucoup de groupes de travail qui existent en Europe, plusieurs pays qui se coordonnent pour travailler sur comment atteindre des objectifs de prélèvement de plasma qui augmentent pour pouvoir répondre à tous les besoins. J'avais noté ces questions-là. Il y a des questions aussi autour des groupes sanguins. Un donneur B+, qui demande s'il faut plutôt privilégier le don de sang ou de plasma. Un donneur AB qui demande pourquoi privilégier plutôt le don de plasma. Christophe? Oui, j'ai répondu dans le chat. Donc, il faut savoir que tous les donneurs, quel que soit leur groupe sanguin, sont évidemment les bienvenus lorsqu'ils veulent se diriger vers le don de plasma. Il y a, en termes de compatibilité transfusionnelle, une préférence pour le plasma AB, puisque ce plasma ne contient pas les anticorps naturels qu'on peut trouver chez les individus, comme les anticorps anti-A ou anti-B dirigés contre les groupes sanguins. Donc ce plasma AB, qui ne contient aucun anticorps, peut être transfusé à tous les groupes sanguins. C'est le plasma universel. Voilà pourquoi on peut avoir cette préférence d'orientation des donneurs AB vers le don de plasma, alors que leurs globules rouges ne peuvent être transfusés qu'à des personnes AB. Merci Christophe. Il y a aussi pas mal de questions sur est-ce que le plasma issu des dons français va à l'étranger, peut-être reclarifier sur le système. Oui, j'ai répondu aussi tout à l'heure et on l'a vu au travers du schéma qui a été projeté. Donc la filière plasma en France est complètement sécurisée et réglementée. L'établissement français du sang donc a pour obligation de transmettre le plasma prélevé chez les donneurs au LFB. Et le LFB va fabriquer des médicaments dérivés du plasma à partir de ce plasma français pour les distribuer exclusivement aux établissements de soins sur le territoire français. Le LFB n'a pas le droit de fournir des médicaments dans des pays étrangers, médicaments fabriqués à partir du plasma français. Il y a d'ailleurs des questions, Marina, je ne sais pas si je peux enchaîner là-dessus. J'ai vu une question sur les pays qui sont fournisseurs de plasma. Est-ce qu'eux, ils manquent de produits? Est-ce que Christophe, Fanny, vous avez la réponse? Moi, j'ai un début de réponse avec
on fait la différence entre les produits pour les besoins vitaux et des produits pour des besoins secondaires. Christophe, tu peux peut-être en dire un peu plus là-dessus ou... Est-ce que les autres pays manquent aussi de médicaments? Oui, de plasma. Est-ce qu'aux États-Unis, je sais qu'aux Oui. États-Unis, pendant la crise, ils en ont manqué et c'est ce qui a fait un peu peur à l'Europe. Oui, c'est ça. Et on l'a évoqué tout à l'heure, c'est Samuel Lima qui en a parlé. D'une part, les indications, c'est-à-dire le nombre de maladies, notamment les maladies rares, qui se trouvent traitées aujourd'hui par des médicaments dérivés du plasma, augmentent. Donc, forcément, ça augmente les besoins, d'une part. Et d'autre part, un certain nombre de pays qui sont en train de développer leur système de santé sont aussi demandeurs de médicaments dérivés du plasma. Malheureusement, dans ces pays, les systèmes d'organisation de la transfusion sanguine et de prélèvement des donneurs n'est pas forcément aussi développé que dans notre pays, d'une part, et d'autre part, ils ne disposent pas d'industriels pharmaceutiques en capacité de produire les médicaments dont ils ont besoin. Donc forcément, ils se tournent là où il y a de l'offre, et notamment aux États-Unis. Et donc, cette augmentation des besoins liée au nombre de maladies qui augmentent et au développement des systèmes de santé, eh bien, nous oriente vers on ne va pas parler de pénurie aujourd'hui, quoique on observe régulièrement des alertes sur la difficulté de se fournir en médicaments, mais oui, c'est un risque que les producteurs eh bien, fournissent leurs médicaments au plus offrant au détriment d'autres pays qui en ont besoin aussi. Ce qui n'est pas le cas en France, quoi. Ce n'est pas le cas en France. Il y a une question d'un donneur positif au Covid, Christophe. Ça tombe bien, non? Ah oui, bien sûr, ouais. Oui, cette personne, si elle souhaite se mobiliser sur le don de plasma, elle est bien sûr la bienvenue puisque, comme chacun l'a entendu au cours des dernières annonces, le Covid est toujours là et un certain nombre de patients ont besoin, dans leur prise en charge, d'être transfusés cette fois hein, avec du plasma liquide qui contient beaucoup d'anticorps. Et on recherche des donneurs qui ont eu un Covid dans l'année précédente, qui sont susceptibles d'avoir beaucoup d'anticorps et leur plasma pourra être orienté spécifiquement pour le soin de ces patients. Et il y a des petites questions sur les gens qui hésitent à donner par rapport au fait qu'on réinjecte les globules rouges et les plaquettes. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que évidemment le matériel est utilisé au cours de la circulation extracorporelle, hein, c'est-à-dire le sang qui chemine dans la machine. Le matériel est évidemment stérile et à usage unique, donc il n'y a pas de risque de contamination d'un donneur sur l'autre à l'occasion d'un don de plasma. Et la réinjection des cellules correspond aux propres cellules du donneur, donc ce qui ne comporte aucun risque en termes je vais dire de tolérance ou de réinjection. Il faut effectivement accepter cette succession de phases de prélèvement qu'on connaît peut-être plus facilement au travers du don de sang, et ces phases de réinjection qui sont vraiment spécifiques à la procédure d'aphérèse. Il y a une question, Marina, de quelqu'un qui a remis plusieurs fois cette question. Hein, si mon plasma est un don et qu'il est utilisé pour faire des médicaments, quelqu'un paye pour l'avoir. Ma question est donc, est-ce que le patient ne devient-il pas client en payant les médicaments? Même si je me doute s'ils sont remboursés par la Sécu ou une mutuelle quelconque, mais dans tous les cas, quelqu'un le paye, ce qui voudrait dire que nos dons ont un prix. Alors, en fait, quand vous donnez, enfin, je peux commencer à répondre avec Christophe, Fanny, je vous laisse compléter, mais c'est le cas aussi pour un don de sang. Et en fait, enfin, dans une moindre mesure, mais quand vous venez donner, effectivement, vous donnez la matière première, comme on le disait, dans plein de médicaments, la difficulté, comme le disait le professeur Lima, la difficulté d'obtenir la matière première, là, elle est donnée par des donneurs bénévoles. Et ensuite, nous, notre travail à l'EFS, c'est de le transformer en poche de plasma et de l'envoyer dans la bonne filière, comme on vous les a présentés au début du webinaire. Et bien, tout ça, c'est avec des analyses sanguines, des machines, du personnel,
et donc c'est un coût que l'on répercute quand on vend la poche de plasma au LFB ou quand on la vend aux établissements de santé. Donc en fait, voilà, si demain on doit rémunérer les dons, c'est un coût supplémentaire que l'on fait supporter et par là même les médicaments vont augmenter, etc. Donc en fait, ça n'a pas grand-chose à voir. Le don reste un don. Et ce qu'on demande comme effort aux établissements de santé, à ceux à qui on distribue nos produits, c'est pour couvrir les frais de préparation, d'analyse réalisés par l'EFS. Je ne sais pas si Christophe ou Fanny, vous voulez compléter ma réponse. Ouais, je voulais compléter par rapport aux principes éthiques qui sont inscrits dans la loi, dans le Code de la santé publique. On a parlé du don bénévole, mais il faut savoir que le non-profit est aussi cité parmi ces principes éthiques. Ce non-profit s'applique à l'établissement français du sang qui n'a pas le droit de réaliser des profits financiers via la cession des produits sanguins ou du plasma ou LFB. L'ensemble des prix de cession servent effectivement, comme tu viens de le dire, au fonctionnement interne à l'établissement et à l'investissement ou à la recherche, mais pas de profit financier réalisé grâce à la cession des produits sanguins ou médicaments. Oui, et les prix sont fixés au journal officiel. Pardon. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est exactement ce qu'a dit Christophe. Et pour compléter, effectivement, vous pouvez trouver les tarifs de cession au journal officiel. Ce n'est pas du tout l'EFS qui fixe des prix. C'est réglementé et sans profit pour l'établissement, mais ça vient d'être dit. Et moi, je vois une question, Marion, je me permets, sur la conservation du plasma. Donc, le plasma, Christophe l'a dit, une fois prélevé, il va passer vers son chemin de qualification, préparation, et il va être congelé. Et on peut le garder congelé 1 an ou 3 ans selon son processus de sécurisation. Donc, nous, par exemple, en délivrance, avant de le transfuser au patient, il y a une étape de décongélation assez rapide d'une dizaine de minutes avant d'être transfusé dans les veines du patient. Voilà, j'ai l'impression qu'on a fait le tour de pas mal de questions. Marina, tu en avais relevé d'autres qui revenaient régulièrement ou... Non, on y a toutes répondu au fur et à mesure. Ok, génial. Bon, écoutez, on a pris un peu plus de temps que prévu et on a eu un grand nombre de participants qui est resté avec nous jusqu'au bout. Merci beaucoup à tous les participants et puis bien évidemment aux intervenants qui sont venus témoigner, les professeurs Lima et Bonin. Merci beaucoup. Et puis Nadège, Aurore et Valentin, un grand merci de votre participation aujourd'hui. Et puis, voilà, comme le disait Marina, on enverra le replay de ce webinaire, si besoin de le présenter à vos amis pour ceux qui ont participé ou d'en reparler autour de vous. Et on vous attend nombreux dans nos maisons du don et sur nos collectes mobiles. Merci à tous. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous, évidemment. Exactement. On a besoin d'en parler partout et c'est pour ça qu'on est là. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à nos collègues des autres régions, je vois, qui sont connectés. Et à très bientôt sur ces sujets. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.